Alors, on peut classifier les protocoles de routage en plusieurs catégories. Donc, on a les protocoles de routage statiques qui sont configurés manuellement, donc avec l'intervention de l'administrateur. Et on a les protocoles de routage dynamiques. Donc, les protocoles de routage dynamiques peuvent être classifiés en deux grandes classes. Donc, on a les protocoles IGP. IGP veut dire Interior Gateway Protocol, qui fonctionnent au sein d'un même système autonome. Et on va parler sur ça prochainement. Et on a aussi les protocoles EGP qui fonctionnent entre systèmes autonomes. Donc, on a le premier protocole, les premiers protocoles IGPC intra-système. Intra, ça veut dire à l'intérieur. Et vous avez les protocoles EGP qui sont inter-systèmes autonomes. Et maintenant, on va se focaliser sur les protocoles IGP. On va laisser de côté les protocoles EGP. Donc, dans les protocoles IGP, on a deux types de protocoles. On a les protocoles de routage qui fonctionnent avec le concept de vecteur de distance. Et on a un protocole de routage, les protocoles de routage qui fonctionnent avec le principe d'état de lien. Et on va expliquer ça veut dire quoi vecteur de distance, ça veut dire quoi état de lien la prochaine fois. Maintenant, on va donner quelques exemples. Donc, les protocoles et aussi une autre classification, c'est que même les protocoles de routage IGP peuvent être aussi classifiés en protocole de routage par classe et protocole de routage sans classe. Donc, si on prend par exemple le RIP, qu'on va étudier, donc le RIP, c'est quoi? C'est un protocole de routage dynamique, d'accord? Dynamique, ça veut dire, c'est quoi la différence entre un protocole de routage dynamique et statique? Dynamique, ça veut dire que les routeurs ont une certaine autonomie et ils vont s'échanger des messages pour trouver des routes tout seuls. Contrairement au routage statique où c'est à vous, concepteur et administrateur réseau, qui allez configurer les routes. D'accord? Donc le RIP, c'est un protocole de routage dynamique. IGP, ça veut dire qu'il fonctionne au niveau de l'intérieur d'un système autonome et qui est un protocole de routage à vecteur de distance et qui est par classe. Je parle du RIP V1, d'accord? Parce qu'il y a deux versions. Donc il y a le RIP V1 et le RIP V2. Le RIP V2, c'est exactement la même chose. Donc protocole dynamique, IGP, à vecteur de distance, mais sans classe. Ça veut dire quoi sans classe? Ça veut dire qu'il n'y a pas le respect des classes traditionnelles, c'est-à-dire A, B, C, etc. Donc on peut avoir des masques qui ne sont pas forcément /8 ou bien /16 ou bien /24 comme pour les classes que vous connaissez, les classes d'adresse. D'accord? Et puis, on a aussi, ça je ne l'ai pas mentionné, mais on a aussi des protocoles de routage qui fonctionnent avec le IPv4, donc ceux qu'on est en train d'étudier et qu'on va étudier. Donc l'IPv4 qui utilise des adresses IP sur une longueur de 4 octets. Et vous avez les protocoles de routage qui fonctionnent avec le IPv6. D'accord? Quelques exemples du IPv6, vous avez RIP-NG, qui veut dire RIP New Generation, EIGRP V6, OSPF V3, IS pour V6, etc., etc. Voilà. Ça, c'est pour la classification des protocoles de routage IGP. Après, nous avons, ça on va juste le mentionner, mais on ne va pas l'étudier dans ce module. On va mentionner les protocoles de routage EGP. Donc parmi les protocoles de routage EGP, on a le protocole connu, qui est le protocole utilisé par Internet, qui est BGP. BGP version 4, et nous avons aussi BGP qui fonctionne pour IPv6. Voilà. Donc ça, c'est la classification générale. D'accord. Maintenant, on va étudier les types de routage un par un, en commençant par parler du routage statique. Donc le routage statique, c'est quoi? Donc le routage statique consiste à indiquer l'adresse IP des réseaux qu'on cherche à atteindre manuellement, d'accord? On associe à chaque adresse le nom de l'interface, ça vous l'avez fait en TP, je suis certain que vous l'avez fait. On associe à chaque adresse le nom de l'interface du routeur ou l'adresse IP du routeur voisin se situant sur la route vers ses destinations. Les routes statiques sont configurées manuellement.
Manuellement veut dire que c'est vous qui le faites. Elles définissent un chemin explicite, c'est-à-dire clair, que vous choisissez entre deux périphériques réseau. Contrairement à un protocole de routage dynamique, les routes statiques ne sont pas automatiquement mises à jour. Et ça, c'est l'inconvénient majeur du routage statique. Ça veut dire à chaque fois qu'il y a un changement dans le réseau, que ce soit l'ajout d'un nouveau réseau ou modification ou de topologie, etc. Donc tout type de changement peut arriver. Ben, la mise à jour, elle n'est pas automatique. Elle doit être faite manuellement aussi. Manuellement, pas seulement au niveau d'un seul routeur, mais au niveau de tous les routeurs concernés. Donc les routes statiques utilisent moins de bandes passantes que les protocoles de routage dynamique. Alors, qui peut me dire pourquoi? Ça c'est une information intéressante. Qui peut me dire pourquoi les routes statiques utilisent moins de bandes passantes que les protocoles de routage dynamique? Monsieur, les protocoles dynamiques, ils battent les messages de mise à C'est jour. ça. C'est ça. C'est exactement ça. Parce qu'il y a des messages liés au maintien des routes. Aucun cycle de processeur n'est utilisé pour calculer et communiquer les routes parce que c'est clair et explicite, direct. Voilà. Dans la table de routage, une route statique est identifiée avec le code S. Et vous l'avez vu certainement. Alors, maintenant, on va donner un avantage euh, au routage statique. On va dire pourquoi le routage statique peut être intéressant. Parce qu'en réalité, si on vous pose la question est-ce que le routage statique est mieux que le routage dynamique ou bien est-ce que le routage dynamique est mieux que le routage statique, la réponse, elle n'est pas oui ou non. Ça dépend. Ça dépend notre topologie, ça dépend les besoins, ça dépend ce qu'on veut. Donc le routage statique inclut l'adresse réseau et le masque de sous-réseau du réseau distant, ainsi que l'adresse IP du routeur suivant. Alors là, on va donner une utilité. Les routes statiques sont communément utilisées lors du routage d'un réseau vers un réseau d'extrémité. Un réseau d'extrémité. Un réseau d'extrémité est un réseau accessible par une seule route. Par exemple, si on prend cette topologie, si vous prenez ce réseau-là, dans cette topologie, il n'y a pas un autre chemin pour l'atteindre à part celui-là. Donc ce réseau-là, c'est un réseau d'extrémité. Donc on peut utiliser en fait une route statique au niveau de R2 pour configurer manuellement cette destination, ce réseau de destination, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin vers ce réseau-là. Ça ne sert à rien, par exemple, d'utiliser RIP ou bien un protocole dynamique pour découvrir cette route, alors que c'est clair qu'il y a un seul chemin. D'accord. Donc, quand il y a un réseau d'extrémité, c'est utile d'utiliser une route statique de façon manuelle. Voilà. Il y a aussi une autre utilité pour les réseaux statiques. Pour les grands réseaux, cette opération manuelle peut être fastidieuse et source d'erreurs. Pardon, ça c'est un inconvénient. Si on a un grand réseau et qu'on essaie d'appliquer un routage statique, si vous avez plusieurs routeurs, ça devient très fatigant de configurer tous les routeurs et il peut même y avoir des erreurs parce que si vous configurez en fait des adresses fausses, bah, il peut y avoir des erreurs de routage et des paquets peuvent ne pas atteindre leur destination. Lorsqu'un nouveau réseau est ajouté, il faut reconfigurer l'ensemble des réseaux. Voilà, ça c'est un inconvénient aussi. Le routage statique est principalement utilisé pour les raisons suivantes. Quand est-ce que c'est bien, pardon, quand est-ce que c'est bien d'utiliser un réseau statique? Il est utile d'utiliser le routage statique, pas le réseau statique, pardon, le routage statique pour faciliter la maintenance des tables de routage dans les réseaux de petite taille. Si on a un réseau de petite taille, ça serait intéressant d'utiliser le routage statique pour éviter en fait
d'encombrer les réseaux avec les messages de contrôle et les mises à jour des protocoles de routage dynamique, alors que c'est plus optimal et plus facile d'utiliser un routage statique. On peut aussi l'utiliser, ça c'est un avantage. On peut aussi utiliser le routage statique depuis ou bien vers des réseaux d'extrémité, comme on vient de voir. D'accord. Et on peut utiliser une seule route par défaut. Quand on a une seule route par défaut, on utilise le routage statique. Parce que rien n'empêche, en fait, ça vous le savez, normalement, rien n'empêche d'utiliser plusieurs types de protocoles au niveau du même routeur. Et même au niveau du même routeur, je peux configurer plusieurs protocoles de routage dynamique. Au niveau du même routeur. Voilà. Donc on peut hybrider, on peut combiner. Donc utiliser une route par défaut servant à représenter un chemin vers tout réseau ne présentant aucune correspondance plus spécifique avec une autre route figurant dans la table de routage. On va voir un exemple par la suite qui explique ça. Et là, on va récapituler ça. On va parler sur les types de routes, les types de routes statiques. Donc les types de routes statiques, on peut retrouver les routes statiques standards, c'est-à-dire les routes normaux. Donc une route statique que tu configures, tu donnes l'adresse réseau, tu configures le nécessaire. Et puis on a la route statique par défaut. Donc c'est quoi une route statique par défaut? On en a parlé. Quand aucune route de la table de routage ne correspond à l'adresse IP de destination, on utilise la route par défaut. Donc c'est l'équivalent du default, du switch case, de la programmation aussi. Les routes statiques par défaut sont utilisées et représentées avec l'adresse 000 dans la table de routage. Donc si tu configures 0.0.0 4 fois, ça veut dire que tu es en train d'indiquer une route par défaut et tu indiques en fait l'interface de sortie. D'accord. Et puis nous avons des routes statiques récapitulatives. Et ça c'est très intéressant et on va le voir par la suite. Donc c'est quoi un résumé, une route résumée? En fait, elle fait référence à une entrée unique, une seule entrée, qui peut regrouper plusieurs sous-réseaux, plus spécifiques en un seul ensemble. Et vous allez voir ce que ça veut dire, hein. C'est très intéressant ça. Simplifiant ainsi le processus de routage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, au lieu d'avoir 4 entrées pour 4 réseaux, je vais résumer les 4 adresses en une seule. Et la recherche dans la table de routage, elle sera plus simple. Mais vous allez voir comment on fait le résumé et dans quel cas on fait le résumé. On va le voir par la suite comment on le fait parce qu'il peut être calculé. Plutôt que d'avoir des entrées distinctes pour chaque sous-réseau, un résumé de route permet de représenter plusieurs d'entre eux sous une seule ligne dans la table de routage. On va parler sur ça plus tard. Après, on a la route statique flottante. Ça veut dire quoi la route flottante? En fait, pour résumer ça avant de lire, c'est comme si on va avoir une route par défaut pour chaque route. Alors ici, il est utilisé dans la configuration de routage pour permettre une route de secours ou de sauvegarde en cas de défaillance de la route principale. Ça veut dire si la route principale elle a un problème, on va utiliser une route de secours. Donc c'est comme si c'était une route par défaut pour une route principale. Parce que la route par défaut, elle est pour toute la table de routage. Là, c'est comme si tu as une route par défaut pour une route spécifique. Route principale, et tu auras une route de secours en cas de défaillance ou de problème avec la route principale. Les routes choisissent normalement la route avec la métrique la plus basse pour diriger le trafic. Cependant, si la route principale échoue ou devient indisponible, la route flottante avec sa métrique la plus élevée est activée et utilisée pour diriger le trafic. Voilà. Donc c'est pour éviter qu'il y ait une panne et que le paquet n'atteigne pas sa destination. Voilà. Alors, une route statique par défaut est utile lorsqu'un routeur ne dispose que d'un seul point de sortie vers un autre routeur. Par exemple, lorsque le routeur se connecte à un seul routeur central ou un fournisseur de service. Alors, on va voir ici un exemple. Ici, nous avons R1 et nous avons R2.
Donc R1 va se dire R2 sert de tronçon suivant pour tous les réseaux, y compris Internet, qui ne sont pas connectés directement à R1. Par conséquent, R1 doit disposer d'une route par défaut configurée pour pointer vers R2. Parce que R1, il n'a que le choix que de passer par R2. Donc, plutôt configurer une route par défaut dans sa table de routage pour tous les paquets qui sortent de ces deux réseaux. Parce qu'il a deux réseaux. Il a celui-ci et il a celui-là. Donc, quand il va recevoir un paquet par là et un paquet par là, ben, c'est la même route. Donc, autant configurer une route par défaut pour tout le trafic qui vient à gauche, dans cet exemple. La même chose ici. R1 ne contient que deux réseaux directement connectés que R2 doit connaître. Deux entrées de route statique peuvent être configurées sur R2 pour autoriser l'ajout de la route de la table à la table de routage. Donc ici, R2, on peut lui configurer deux routes statiques qui sont le chemin vers ce réseau-là et le chemin vers ce réseau-là. Donc d'un côté, on peut configurer deux routes statiques et de l'autre, on peut configurer qu'une seule. Malgré que, regardez ici, R1, R2, il a deux réseaux, il connaît deux réseaux ici. D'accord? Il connaît deux réseaux et Internet, y compris Internet. Il est ASBR. Donc ici, puisque R1, il n'a qu'un seul chemin, au lieu d'avoir, regardez ici, au lieu d'avoir une entrée pour ce réseau, une entrée pour ce réseau et une entrée pour Internet dans sa table de routage, au lieu d'avoir trois entrées, on peut configurer une seule. D'accord? Une seule pour ces trois sorties, pour ces trois destinations. Je ne sais pas si vous avez compris. Voilà. Alors, laissez-moi voir. Alors, dans cette figure, nous avons la figure décrit la configuration d'une route statique par défaut IPv4 sur R1 à l'interface serial 00. Alors, regardez comment la configuration a été faite. Donc, au niveau du R1, on va écrire cette ligne. Gateway of last resort, c'est la route par défaut, is 000 4 times, donc 4 octets, to network 000. Voilà comment on fait. Donc, figure est ici. Notez que la configuration de la route a généré une entrée S étoile, donc au niveau de la table de routage. Et le S signifie que la source de la route est une route statique et le astérix identifie que cette route comme étant par défaut. C'est une route statique. Le S veut dire statique et le étoile identifie comme étant route par défaut. Route statique par défaut. Voilà ce que ça veut dire. En réalité, elle a été choisie autant que route par défaut, comme l'atteste la ligne indiquant Gateway of the Last Resort is 000. Voilà. Regardez ici, ça c'est la configuration et ça c'est l'affichage de la table de routage. Donc regardez, IP route 00000 avec le masque 000 et là je donne l'interface de sortie. Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que tout le trafic, je suis en train de dire que tout le trafic doit être redirigé par la route par défaut dont la sortie est serial 000 qui est celle-ci. Voilà ce que ça veut dire. Donc quand vous faites show IP route, à l'intérieur de la table de routage de R1, il n'y a qu'une seule route qui est la route par défaut. Donc quels que soient les paquets reçus au niveau de R1, il va toujours les faire sortir par S000. Il n'y a pas, par exemple, ici, une entrée pour ce réseau. Il n'y a pas une entrée pour ce réseau. En fait, le routeur, même si il va lire l'entête IP, en fait, il ne va pas s'en soucier. Il va toujours faire sortir le paquet par l'interface S00. Voilà. J'espère que c'est clair. Allez, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui.